au mois de la conservation curative. Dans cette deuxième séance, on va traiter le sujet de la conservation-restauration des céramiques et des verres. Je vous rappelle que les thèmes de ces journées sont répartis selon les matériaux des collections archéologiques et ou ethnographiques. Au programme aujourd'hui, Mesdames Jihen Hassioun et Ishraq Ben Fraj, la conservation-restauration des céramiques. Mesdames Marwa Lahmer et Lubna Wahbi, la conservation-restauration des verres. Madame Ulfa Dammaq, l'archéométrie de la céramique. Et on conclut avec si Mohamed Bedi Abidouh, analyse des objets saisis afin de dévoiler leur authenticité. Donc, un programme qui s'avère riche et chargé. Donc, sans trop tarder, je cède la parole aux premiers intervenants, Mesdames Jihen Hassioun et Ishraq Ben Fraj. Leur communication s'intitule « La conservation-restauration des céramiques ». Bonjour, Madame Samer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Ce travail est réalisé par moi et par mon collègue, Madame Schlaf. Nous vous remercions pour cette occasion, pour la réalisation de cette organisation. On remercie l'IMP, M. Lotfi Balouchet, directeur de la DDM, et M. Mohamed Bedour pour sa collaboration. Le sujet de notre rapport est la conservation et la restauration de la céramique. On commence par le plan. Grand 1, introduction. Grand 2, la conservation et la restauration de la céramique. Petit 1, définition. Petit 2, la céramique. Petit A, composition, façonnage, finition, décor et séchage de la pâte. Petit B, les altérations de la céramique. Petit 3, objectif de la restauration. Petit 4, les étapes de la restauration. Petit 5, règles de la restauration. Petit 6, pensée de conservation. Grand 3, exemple des pièces traitées. Et enfin, grand 4, conclusion. Grand 1, introduction. Le sujet de notre présentation est dédié à la conservation et restauration de l'œuvre, suite à des observations visuelles répertoriées dans un constat d'état duquel découlera un diagnostic. Ensuite, une proposition de traitement est pensée en relation avec la déontologie. L'enjeu principal de la restauration-conservation est la consolidation structurelle dont l'étude sera approfondie. L'objectif est de préserver l'intégrité de la céramique. Redonner une lisibilité et stabilité de cet objet passe par les opérations de collage et de complément. Le choix des produits sera rythmé par des recherches documentaires, par des tests nous informant de leurs caractéristiques en situation réelle. Grand 2, la conservation et la restauration de la céramique. Petit 1, définition. La conservation préventive, c'est l'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d'éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Exemple, les mesures et actions mises en œuvre pour assurer de façon appropriée l'inventaire, le stockage, la manipulation, l'emballage, le transport, la sécurité et le contrôle environnemental, tels que la lumière, l'humidité et la pollution. La conservation curative, c'est l'ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d'arrêter un processus actif de détérioration et de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l'existence même des biens est menacée à relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient parfois l'apparence des biens. Exemple, le dessalement de céramique, désertification d'une pièce, séchage, contrôlé de matériaux archéologiques humides, stabilisation de métaux corrodés et consolidation de peintures murales. Qu'est-ce qu'une restauration? La restauration désigne une intervention directe sur l'objet en vue d'en améliorer l'appréciation, l'usage et la compréhension. Elle permet de faciliter la lecture de l'objet tout en respectant autant que possible ses caractéristiques physiques, historiques et esthétiques.
Exemple, retoucher une peinture, assembler des fragments d'un objet brisé, combler la lacune d'une jarre. Je passe la parole à mon collègue Ishraq. Merci, Mesdames Gérène. Donc, avant de parler de la restauration de la céramique, il est important de savoir qu'est-ce qu'une céramique. Donc, le mot céramique vient du mot grec keramikos, ce qui signifie de la poterie. La céramique est le résultat d'une action irréversible qui se fait par cuisson, appliquée sur une terre argileuse qui est une matière minérale principalement composée de silicate d'alumine hydraté qui devient plastique quand elle est humide et dure comme la pierre quand elle est soumise à l'action de feu. Donc, la composition de la pâte. Donc, la pâte de la céramique est composée de l'argile auquel on y ajoute des dégraissants. Donc, l'argile est une matière minérale composée de silicate d'alumine hydraté. Les dégraissants sont des matériaux non argileux qui diminuent la plasticité de l'argile comme le sable, le coquillage, les chamois, etc. Vous voyez selon les types de céramique. Donc, la fabrication de la pâte se fait par la décantation, c'est-à-dire tremper l'argile dans des grands bassins remplis d'eau et de laisser les particules se séparer. Une fois l'argile purifiée, il est possible d'y ajouter des dégraissants pour rendre la pâte moins plastique. Donc, pour le façonnage et la finition et décor. Pour la céramique, le façonnage de la céramique se fait par modelage à main, la tour et le moulage. Finition et décor. Donc, elle se fait par le lissage de la surface de la céramique lorsqu'elle est humide pour affiner les corps. Et par le lissage de la surface de la céramique lorsqu'elle est sèche par une pierre polie pour diminuer la porosité de la surface. Pour le décor, il se fait par ajout de matière ou par le retrait ou changement de matière. Par exemple, l'ajout des décors plastiques aux métaux appliqués sur la pâte encore humide ou imprimés sur la pâte humide ou incisés sur la céramique sèche. Donc, pour le séchage de la pâte, donc, l'eau libre s'évapore de la pâte argileuse et les particules d'argile se rapprochent. Maintenant, on va parler de l'altération de la céramique. Donc, la céramique est un matériau réputé pour être très résistant. C'est pourquoi il s'agit de mobilier archéologique le plus retrouvé par les archéologues. Mais elles peuvent se dégrader lors de l'enfouissement jusqu'à être en équilibre avec le milieu. Une fois mise au jour, cet équilibre est rompu et l'altération est réactivée. La résistance d'une céramique dépend de sa cohésion, de sa dureté et de sa porosité acquise lors de la cuisson, mais aussi de la composition du sol d'enfouissement. Il faut noter que la porosité de la céramique joue un rôle important dans les mécanismes de dégradation de la céramique qui sont l'absorption de l'eau. Donc, sur long terme, l'absorption peut provoquer une dilatation des tissons de céramique et une dissolution par la présence d'eau et de certains composants présents dans la pâte par hydrolyse. L'acidité du sol. Un sol acide peut également avoir un impact sur les inclusions en calcaire. Le gel. L'eau contenue dans les pores augmente de volume en gelant plus que 9%, appliquant lors d'une pression dans les structures internes des céramiques. Les cycles dégèlent, fragilisent et risquent donc de les faire éclater. Les sels solubles. Les sels présents dans le sol migrent avec l'eau dans les pores du matériau. Dès que la céramique sèche, il affleure à la surface avec l'évaporation de l'eau et se cristallise. Pour les sels insolubles, ils forment une concrétion volumineuse à la surface et sont indissolubles à l'eau. L'érosion mécanique. L'érosion des surfaces tendre et rapide, parfois rugueuse, des dégraissants à fleurs. Lorsque l'état de conservation est mauvais, on ne peut plus détecter la présence d'un engobe au revêtement. La pollution de sol. Les sels métalliques comme le fer et le potassium provenant de la corrosion d'objets en métal et des complexes organiques peuvent colorer la céramique. Enfin, les organismes vivants, comme les insectes et les plantes, qui peuvent parfois fragiliser les céramiques. Maintenant, avant de restaurer une pièce, donc il faut citer les objectifs de la restauration de la céramique archéologique. Donc, plusieurs objectifs peuvent être poursuivis. Donc, redonner sa forme et son volume initial à la poterie, stabiliser son état et limiter son altération, et améliorer la lisibilité de l'objet et redécouvrir des traces de fabrication, d'usage ou de décor.
Maintenant, on va voir les étapes de la restauration. Donc, avant de commencer la restauration, on fait la photographie de l'objet. On mesure le poids et on mesure les dimensions à l'aide d'un pied à police. Donc, la première étape consiste à le dépoussiérage et le nettoyage de l'objet. Ces opérations sont nécessaires car elles permettent d'améliorer la lisibilité de la surface. De plus, la poussière et l'encrassement hydrophile favorisant l'apport d'humidité en surface d'objet, les éliminer permet d'éviter le développement des micro-organismes. La deuxième étape consiste au collage de l'ensemble des morceaux. Les céramiques sont remontées avec des colles adaptées, réversibles et compatibles avec des matériaux constitutifs de l'objet. La troisième étape, c'est le comblement des lacunes, qui se fait selon le degré de restauration nécessaire. Plusieurs raisons peuvent justifier un comblement. Donc, il faut renforcer la structure, améliorer la lisibilité de la forme, favoriser l'esthétisme de l'objet. Donc, dans certains cas, il faut faire une documentation pour restituer la forme exacte d'une anse ou d'un pied pour remplacer un relief manquant. Enfin, la peinture des parties restaurées en plâtre, qui se fait avec un pigment naturel ou avec des couleurs acryliques. Les règles de restauration. Donc, il faut une intervention minimale, une réversibilité et une visibilité des restaurations, une compatibilité et une stabilité des matériaux utilisés et une documentation des interventions. Les conseils de conservation en général. Pour conserver le plus longtemps et dans le meilleur état possible les céramiques dans les musées ou les réserves archéologiques, il faut une température ambiante de 20 à 24 degrés Celsius. Une lumière restreinte en cas de décor pour les pigments colorés. Intensité d'éclairage de 50 à 300 lux. Une humidité relative comprise entre 40 et 50%. Et il faut un environnement sans vibration. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue Jéhan. Je vais présenter 3 types de restauration. Exemple de pièces traitées. La première pièce, c'est une restauration d'une pièce décomposée. C'est une assiette en céramique. C'est une pièce décomposée en céramique, en pièce en bon état. Avant la restauration, il est nécessaire de photographier la pièce, mesurer le poids avant le traitement, immersion de la pièce dans un bain d'eau de robinet avec quelques gouttes de solution basique pendant 2 heures. Rinçage et brossage sous l'eau de robinet, grattage de dépôts sédimentaires incrustés à la surface avec une bistouri. Immersion de la pièce dans une bassine remplie d'eau distillée pendant 1 minute. Laisser sécher l'objet dans un milieu aéré durant 24 heures. Collage des fragments, comblement des lacunes par du plâtre, séchage à l'air libre, grattage de l'excès du plâtre par le papier abrasif numéro 400, peinture des parties restaurées, prendre une photo de la pièce après la restauration, tirage des photos avant et après la restauration et rédiger la fiche de conservation de la pièce. La deuxième consiste à faire la restauration d'une pièce qui a subi une restauration ancienne. C'est une petite jarre en céramique. C'est l'exemple de la fiche de conservation de la pièce. Avant la restauration, il est nécessaire de photographier la pièce avant le traitement, mesurer le poids de la pièce en état sèche avant le traitement, mesurer les dimensions telles que la hauteur, le diamètre de la base du pied, l'épaisseur, le diamètre du centre, le diamètre de l'ouverture. Nettoyage de la surface de la pièce à l'aide d'un coton imbibé, d'une solution d'eau et quelques gouttes de solution basique. Nettoyer la surface à l'aide d'un coton imbibé d'eau distillée. Grattage de dépôt sur la surface avec le bistouri. Et comblement des trous avec du plâtre. Peinture du plâtre. Nettoyage avec l'eau distillée. Mesurer le poids de la pièce après traitement. Prendre une photo de la pièce après restauration et tirage des photos avant et après la restauration. Voici l'exemple de la pièce avant
et après la restauration. La troisième consiste à faire une petite amphore à attendre. Voilà l'exemple. Avant le traitement, le premier, on va faire un premier bain d'eau de robinet avec quelques gouttes de solution basique. Rinçage et brossage. On va faire un deuxième bain de solution faible à d'acide nitrique. Rinçage et brossage, le bain d'eau distillée et laissé surface aérée. Voici la pièce après le traitement. Je passe la parole à mon collègue Chara. Donc, merci Madame Gérène. Donc, on passe à la présentation d'une pièce archéologique spéciale qui nécessite des interventions à haut niveau de prudence. Donc, voici le fil de conservation de cette pièce. Donc, c'est une pièce en céramique sigillée africaine. Donc, c'est une pièce qui est actuellement en cours de traitement au laboratoire. Donc, c'est une cruche en sigillée africaine à pâte fine et homogène de couleur rouge-orange avec un corps globulaire et col tubulaire. Elle présente une anse moulée en palmite. Donc, cette pièce a subi des interventions anciennes, qui sont le collage de caissons de céramique, restitution des becs avec des plâtres pigmentés, comblement des lacunes par le papier cellulosique plus le plâtre et le colle, et application d'une couche de plâtre pigmenté au milieu de l'objet, peut-être pour camoufler le mauvais remontage de la pièce qui est ratée. Donc, l'état de conservation de cette pièce, donc, elle est en bon état de conservation. L'engobe est bien conservée et elle présente une ancienne restauration qui peut être un facteur d'altération. Aussi, on note la présence d'une couche noirâtre qui représente une matière organique, y compris les sulfures. Donc, les propositions d'intervention, il faut un montage de l'objet, nettoyage mécanique et chimique, un remontage et enfin un comblement des lacunes et retouche de couleur. Les interventions actuelles sont le grattage de la couche de plâtre, le dépoussiérage avec un pinceau à poil d'eau, nettoyage mécanique et chimique de l'objet qui révèle les secrets de l'ancienne restauration et camouflage de la morphologie de la pièce archéologique. Ensuite, le remontage des dessins de céramique, le comblement des lacunes et la peinture des parties lacunaires qui sont en cours. Donc, voici les photos de la pièce avant la restauration et en cours de la restauration. Donc, on est arrivé à ce stade de restauration, le comblement de lacunes. Recommandation de conservation. Donc, cette pièce nécessite une température de 20 degrés Celsius et une humidité relative comprise entre 40 et 50%. Annexe et observation. Donc, cet objet est très fragile. Il doit être manipulé avec beaucoup de prudence. En conclusion, donc l'archéologie appartient à la grande famille des sciences humaines et ses finalités qui nous facilitent à comprendre les anciennes civilisations. L'archéologie est une discipline scientifique qui étudie les éléments patrimoniaux pour tirer des informations historiques sur les occupations humaines et sur leur contexte de vivacité. À ce moment précis, l'objectif commun de l'archéologue et du restaurateur consiste à minimiser la détérioration par l'adoption de mesures de conservation appropriées. Donc, je vais vous montrer l'exemple de restauration d'une pièce décomposée en vidéo. كيف تحل على كيف تعدينا الفيديو Ici, j'ai décomposé la pièce. J'ai mis l'objet dans un support de tesson de céramique avec du coton, d'un solvant et je gratte tout doucement avec le scalpel. Cette étape est très importante pour bien réussir l'étape de collage. Ici, les fragments ont été bien nettoyés. Mais avant de passer à l'étape de collage des dessins, j'ai réalisé un montage à blanc.
C'est-à-dire, j'ai assemblé les différents morceaux à l'aide des bandes adhésives pour vérifier l'ordre dans lequel s'agencent les différents fragments. Après le montage à sec de la pièce, maintenant on passe au remontage de l'objet avec un véritable colle et à l'aide des bandes adhésives pour maintenir les tessons très rapprochés et bien jointis. Ici, j'ai employé une colle spéciale qui est réversible, c'est-à-dire on peut l'enlever sans endommager la pièce si on veut éventuellement dans quelques années refaire une autre restauration. Ici, je suis en train d'appliquer le colle sur les bords de la céramique. Maintenant, on va passer à l'étape de comblement de la queue, c'est-à-dire remplir le vide laissé par les tessons de la céramique avec de plâtre. Ici, on emploie le plâtre comme matériau parce que c'est un matériau qui s'adapte le plus avec la céramique. En plus, il est réversible. Avant d'appliquer le plâtre, j'ai imbibé les bords de la céramique avec l'éthanol qui va s'infiltrer dans les pores qui sont très fines. Donc l'éthanol va faciliter la pénétration de la résine qui est appliquée aussi sur les bords pour
Donc la résine crée une couche isolante entre le plâtre et la céramique pour éviter les échanges des sels et les échanges de l'humidité entre le plâtre et la céramique. Donc, bravo Jihen Hassioun et Ishraq Ben Fraj. Communication très intéressante présentée par des compétences tunisiennes spécialisées et qualifiées du Laboratoire national de la conservation-restauration des biens culturels. Elles nous ont éclairé sur la question de la conservation-restauration des céramiques archéologiques, la composition, le façonnage, la finition et le séchage de la pâte, les altérations de la céramique, l'objectif de la restauration et enfin les étapes et les règles de la restauration. Donc, après la conservation-restauration des céramiques, on passe à la conservation-restauration des verres archéologiques avec Madame Marwa Lahmar et Madame Lubna Wahbi. À vous, Mesdames, la parole. Non, non, il faut ouvrir le micro. حل الميكرو. Juste كان تسمعوا فيا تحت البريزونتاسيون ثم الكاسك تكليك عليها مرة وتعاود تكليك عليها مرة أخرى. فوالا نسمع فيكم تو جوست الميكرو تحت البريزونتاسيون اكتيفي طاقة الميكرو تصوير الميكرو بيان بون كوراج سلام سافا تسمعوا فينا توا؟ مدام سماح تسمع فينا؟ Bien. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie, Madame Sameh, pour votre organisation de cette visioconférence. Je remercie aussi l'Agence de mise en valeur ainsi que l'Institut national du patrimoine et plus précisément le DDN sous la direction de Lotfi Belmechel. Et sans oublier notre directeur, Monsieur Mohamed Bedi Amidou. Pour l'événement de novembre, le mois de la conservation curative, on a choisi comme thème la conservation et la restauration du verre archéologique. Plan, premièrement, introduction, deuxièmement, présentation de matériaux, troisièmement, les altérations du verre archéologique,
Quatrièmement, les étapes d'intervention sur les objets. Cinquièmement, recommandations de conservation préventive. Et finalement, quelques exemples des œuvres traitées dans notre laboratoire. La découverte du verre naturel a commencé depuis la préhistoire. Et depuis ce temps, la fabrication de cette matière n'a cessé d'évoluer pour satisfaire les besoins de l'homme. De météorites, les maîtres de l'artisanat inventèrent la technique de fabrication du verre. Il se forme lors de la fonte du sable de quartz sous l'effet d'une chaleur importante et refroidissement de la masse fondue. Puis, l'obtention des récipients en verre creux. En Égypte, jusqu'à 100 avant Jésus-Christ, il y a eu une véritable révolution technique qui est le soufflage pour fabriquer des verres à parois minces et des formes variées. Présentation du matériau. Le verre est composé de 3 principaux éléments. Premièrement, substance vitrifiante, la silice est la matière la plus couramment utilisée. La substance vitrifiante constitue l'élément principal du verre, presque 70%. Deuxièmement, les oxydes alcalins, on les appelle aussi les fondants, tels que la soude et le potassium. Et les oxydes alcalino-terreux, l'oxyde de calcium ou de magnésium sont les couramment utilisés. L'oxyde de fer donne au verre une teinte verdâtre. L'oxyde de magnésium rend le verre plus résistant. La température de fusion entoure de 1500 degrés Celsius. Les altérations du verre archéologique. La résistance physique et chimique d'un verre est déterminée par la nature du verre lui-même, c'est-à-dire les facteurs internes, de l'environnement qu'il côtoie pendant sa vie historique, sa vie souterraine, nature du sol de l'enfouissement, c'est-à-dire les facteurs externes. On commence par les facteurs internes. Les caractères physico-chimiques et les phases de fabrication peuvent provoquer son altération, qui sera accélérée avec les facteurs externes. L'altération est la transpiration, liée à des défauts de proportion chimique lors de la fabrication. Le verre comporte un pourcentage d'alcalin très élevé, plus de 20%, et un pourcentage d'alcalineux terreux très faible, moins de 5%. Cette altération se traduit par une surface de verre moite et embuée, où de fines gouttelettes de liquide se forment, comme indique l'image suivante. Les facteurs externes. Premièrement, les fluctuations de l'humidité relative qui provoquent une perte de transparence. Le verre imbibé d'eau conserve une surface brillante, puis ce dernier devient légèrement terni, dépoli avec alternance de zones mates ou brillantes, opaques ou blanches. La poussière, elle favorise le développement d'un milieu humide et par voie de conséquence l'apparition des micro-organismes, comme indique l'image suivante, la présence des moisissures sur la surface du verre. Les cassures. Le verre est un matériau très impitoyable. Le coût de conservation devrait donc être équilibré par rapport à la valeur historique et esthétique de l'objet après réparation. Une perte de brillance. Le verre translucide, le verre semble terni, comme si clair dans l'image, il a perdu sa brillance et sa transparence. Les gaz, elles provoquent la présence de dépôts blanchâtres. On trouve cette altération sur la surface du verre qui est exposée dans la pollution urbaine. La lumière, elle provoque l'irisation. La propagation de la lumière provoque l'apparition des teintes parasites qui, par réflexion, elles virent vers les couleurs bleu-violacées et par transmission, elles virent vers une teinte orangée. Le grizzling est une maladie du verre qui se traduit par un changement de couleur, puis une décomposition. On observe des micro-fissurations qui, à terme, peuvent provoquer la désintégration totale de l'objet. La première image, c'est un gobelet de verre très altéré qui, par observation microscopique, on a pu détecter plusieurs micro-fissurations. Je passe la parole à ma collègue Lobna Wahab. Quatrièmement, les étapes d'intervention sur les objets. La conservation curative, elle est une action directe sur l'œuvre pour la sauvegarder et stabiliser les dégradations, ainsi que la conservation utilise des moyens intervenant sur le patrimoine ou sur son environnement
pour prolonger son existence physique le plus longtemps possible. Restauration, c'est l'acte de consacrer tout intervenant nécessaire applicable sur le bien culturel pour lui rendre sa valeur et sa lisibilité. Son action est directe sur l'objet unique et en effet, l'intervention n'est jamais urgente, car son but est surtout esthétique. Les interventions, elles comportent les étapes habituelles, diagnostic et constat d'état, prise de photos avant traitement, poids et dimensions, décrire l'état de la pièce et déterminer ses altérations, proposition d'intervention. Les précautions à amener pour débuter les interventions, c'est de porter des gants ou de graisser les mains, déplacer un seul objet à la fois, le porter par la pince et non par les anses, placer un support et des cales sous les pièces très fragiles, éviter les vibrations. Première étape, c'est le nettoyage, c'est éliminer les salissures, les poussières, les traces de colle, les anciennes restaurations s'il existe. Le nettoyage est divisé en deux méthodes. Le nettoyage mécanique, c'est le grattage à l'aide du scalpel et ou dépoussiérage à l'aide des pinceaux fils. Nettoyage chimique avec de l'éthanol puis l'acétone. Si l'objet est très fragile, on n'utilise pas de l'éthanol. Consolidation a pour but de consolider le maximum la dislocation des écaillages du verre en utilisant le paramyoïde B72 dilué par l'acétate. Le remontage, c'est de restituer l'objet, sa forme et son aspect. Le remontage se fait au premier lieu par un ruban adhésif, c'est le collage temporaire. Ensuite, le collage définitif des fragments se fait par colle spéciale, c'est un mélange de durcisseur avec du résine et après séchage pendant 24 heures, enlèvement du scotch et enfin nettoyage des traces de colle à l'aide de l'acétone et coton-tige. Le comblement, pour commencer, le comblement redonne à l'œuvre son propre morphologie sans déformation. Le comblement est la reconstitution de la partie manquante à l'aide de résine teintée. Les pigments semblent appropriés pour obtenir un produit opaque et une couleur franche. Le comblement de lacune se fait par un mélange de résine acrylique en poudre et veracryl liquide à l'aide de paraffine. Comme vous voyez dans cette image, un comblement d'un gobelet. Après les interventions, prise de photos, d'émotions et poids après traitement. Écrire le numéro d'inventaire avec de l'encre de Chine dans un endroit caché de la pièce, comme indique cette figure. Emballage, on doit bien emballer l'œuvre pour la protéger contre les chocs et les vibrations lors de son transport. On choisit le type d'emballage en fonction du poids, du format de l'objet et des risques du voyage. On utilise papier de soie, plastique à bulles, polystyrène et boîte en polyuréthane hermétique. Dans le cas des verres très sensibles à l'humidité relative, on ajoute sorte de tampon en gel silice calibré à 40% d'humidité relative. Dès le premier examen jusqu'à la fin de l'intervention, tout ce qui est observé et fait au cours du travail doit être consigné dans un dossier. Et voilà un exemple du fiche de conservation d'une œuvre traitée dans notre laboratoire. Cinquièmement, recommandation de conservation. Pour conserver le verre dans des conditions optimales, il faut contrôler l'environnement. Le verre hors poussière, intensité lumineuse inférieure ou égale à 150 lux, intensité d'éclairage entre 50 et 100 lux pour les verres archéologiques sensibles aux variations microclimatiques. Rayonnement ultraviolet maximum de 75, température entre 18 degrés et 20 degrés Celsius, une humidité relative entre 40 et 50%. Sixièmement, ce sont des exemples des œuvres restaurées dans notre laboratoire, comme vous voyez. C'est un plat, comme vous voyez, des altérations, c'est des concrétions avec des dépôts blanches
Et voilà une photo après traitement. Et ça, c'est une petite bolle, comme vous voyez, des moisissures. Avec, après traitement et avec nettoyage chimique et mécanique. Aussi, c'est une fiole. Après, avant le traitement, c'est comme vous voyez des dépôts blanches avec des salissures. Et après, notre nettoyage chimique et mécanique, ça c'est le résultat. Aussi, c'est un plat. Présentation des salissures, présentation des concrétions. Et voilà la photo après traitement. Et pour conclure, le verre est considéré à tort comme un matériau stable, ne présentant que peu de problèmes de conservation, ce qui ne s'avère pas toujours vrai. Je répète, ce qui ne s'avère pas toujours vrai. La preuve en est la place marginale du verre dans les découvertes archéologiques. Il est retrouvé souvent en phase terminale d'altération, désagrégé, déstructuré. La sensibilité des vitraux aux pollutions urbaines, la réaction du verre face aux changements brutaux donnent lieu au sein même des musées. Il n'est pas seulement mécaniquement fragile, cassant au moindre choc, y compris ceux provoqués par des fluctuations de température. Mais comme tout matériau créé par l'homme, il aura tendance au cours du temps à retrouver sa forme d'origine, donc à se décomposer. Ses caractéristiques physico-chimiques liées à sa composition et aux méthodes de fabrication, son environnement, variation de température, hygrométrie, polluants, lumière, facteurs biologiques, influent sur la vitesse de dégradation. C'est pour cela que l'intervention de restaurateur de la matière en verre est exigée sur l'œuvre pour qu'elle demeure à l'éternité et lisible par le public cible. Merci pour votre attention. Posé à la hauteur de nos attentes. Vous avez expliqué les altérations du verre archéologique, ses causes et ses effets, les étapes de la conservation curative du verre et enfin les recommandations pour une bonne conservation du verre. C'est extraordinaire les objets que vous avez montrés. Maintenant, Madame Olfa Damak, docteur en archéométrie, va nous présenter une intervention intitulée « L'archéométrie de la céramique ». Je commence. Et bonjour, Madame Olfa. Bonjour. Ça va? Je commence alors? Oui. D'abord, je vous en remercie, cher professeur. Je remercie l'Agence nationale de mise en valeur et de promotion culturelle. Merci pour la division du développement médiographique de l'IMP, ainsi qu'un grand merci à mes chers amis pour leur pertinente intervention. Donc, mon intervention précédente portait sur le rôle de l'archéométrie dans la caractérisation de la pâte céramique et ses altérations, afin de définir les modes d'intervention de la conservation préventive. Pour cette intervention, je vais traiter le rôle de l'archéométrie dans l'identification de la pâte du point de vue pétrographique, minéralogique et géochimique. Alors, comme définition, donc l'archéométrie est une discipline scientifique qui permet à l'aide de nombreux outils et techniques analytiques d'étudier les vestiges et les mobiliers archéologiques. Elles fournissent des données et des réponses quantitatives et objectives qui contribuent efficacement à déterminer la localisation et l'étendue des gisements, à faciliter la datation des occupations,
la provenance des mobiliers, la compréhension des technologies de fabrication anciennes et des aspects sociaux et économiques. Parmi les techniques couramment utilisées en archéométrie, on peut citer les analyses pétrographiques, minéralogiques et les analyses chimiques. L'approche pétrographique dans l'étude de la céramique, il s'agit ici d'une estimation des groupes techno-pétrographiques réalisés sur la base de la pétrographie, la composition minéralogique, la granulométrie, la texture, la porosité et la nature des inclusions. L'hétérogénéité des échantillons révèle une production à l'échelle d'une mésorégion. La faible variabilité de cette hétérogénéité permet de circonscrire la région dans laquelle s'inscrivent les sources des argiles. Donc, on a sélectionné une collection avec laquelle on va travailler, Donc, la collection est composée de 14 objets de l'époque punique de forme ouverte et fermée appartenant à la micropole phénotypique de Sousse, qui fut un champ d'investigation depuis l'installation du prototerra français. Plusieurs fouilles succédèrent, notamment sous la conduite de Hanezo et Foucher, Hunter, etc. Donc, la dernière, en date, remonte à 2008, au moment de la réalisation du nouveau projet du musée. Elle fut dirigée par M. Flebenus à la tête d'une équipe d'archéologues et de conservateurs de l'Institut national du patrimoine. Donc, on va présenter notre collection sous forme d'un tableau qui présente dans la première colonne la désignation et le numéro. La deuxième colonne est relative à les photographies de la pièce et pour la troisième colonne, on a présenté les dessins techniques. Donc, on a un bord d'amphore, bord de peau, un brûle-parfum, les sites, un bord de grand plat de poisson, urne, bord de jarre, un grand plat, un ugontorium, un grand plat, un plat ici, bord de lessive, un bord d'un plat caréné et lessive. Donc, ce sont 14 pièces de céramique tournée. Donc, la méthodologie de travail commence par une approche macroscopique, par l'utilisation d'une loupe binoculaire pour caractériser la pâte céramique du point de vue sa couleur, les dégraissants présents dans la pâte et par rapport à l'orientation des pores et la porosité. La deuxième approche en utilisant le microscope optique pour l'observation microscopique. Cette opération commence par d'abord le prélèvement de l'échantillon par le disque sonore pour ne pas endommager la pièce et causer des fissures. Par la suite, donc, cet échantillon, on procède au polissage afin de faire lisser la surface et pour qu'elle devienne lisible. Par la suite, on procède donc après avoir collé cet échantillon sur la lame mince, on procède au polissage jusqu'à ce qu'elle soit la lame lisible sous le microscope. Voilà le microscope optique. Donc, on a utilisé la lumière réfléchie et la lumière transmise. Alors, comme résultat donc de l'approche pétrographique, ce tableau donc illustre et résume ces recherches pétrographiques. Donc, le résultat est dans ce tableau qui présente deux groupes de pâtes, dont le premier est subdivisé en deux sous-groupes. Alors, le premier sous-groupe, caractérisé par une pâte à vernis noir de couleur orange et beige, sa texture est fine, très compacte, à orientation légère, et les peaux poreuses sans aucune orientation.
La composition minéralogique est caractérisée par la présence de l'oxyde de fer, le feldspath, la calcite, la biotite, l'abondance du quartz arrondi, subarrondi, anguleux, à aspect craquelé, de taille petite. Donc, le deuxième sous-groupe, il est à pâte orange, grisâtre et ambre beige, caractérisé par une texture fine, compacte, ayant dans la plupart des échantillons une orientation nette. On atteste la présence des petits pores circulaires avec des fentes fines. La composition minéralogique est caractérisée par l'abondance du quartz arrondi, subarrondi et anguleux, craquelé également. Présence de la calcite, de l'oxyde de fer rouge qui est l'hématite, du feldspath et surtout la chamotte entourée des vides et ainsi que les microfossiles. Pour le deuxième groupe, il est caractérisé par une pâte de couleur orange ou beige à enveloppe beige ou verdâtre, ayant une texture grossière ou moins compacte à orientation nette. Elle est lâche et poreuse. La composition minéralogique est caractérisée par l'abondance du quartz arrondi, subarrondi et anguleux, mais non craquelé. Présence également de feldspath, de l'oxyde de fer rouge et de la calcite. Donc, comme interprétation, pour le premier groupe, il est caractérisé, la pâte de ce groupe nous rappelle celle de Henshir Schraff et de Salarta. Cette corrélation est due à la ressemblance des caractéristiques pétrographiques. Et voici un extrait ce sont 4 microphotographies, dont les 2 premières sont relatives à une observation macroscopique sous loupe binoculaire que j'ai effectuée au laboratoire de conservation et restauration de Saïd. Voici la première pâte, donc elle est de couleur orange, présente des quartz brillants, présence également de quelques pores, sont profonds et un peu fins, un peu fins. Donc la deuxième microphotographie de couleur orange un peu foncé, présence des grains de quartz brillants de forme arrondie avec quelques éléments de calcaire. La troisième microphotographie est relative à la mince à lumière transmise que j'ai effectuée au laboratoire de géologie de la faculté des sciences. Elle présente donc l'abondance du quartz. Et pour la quatrième microphotographie également une lame mince mais à lumière réfléchie. Voilà. Pour le deuxième groupe, donc, il présente des caractéristiques pétrographiques qui ressemblent à la production de l'ocni, caractérisée spécialement par sa matrice argileuse et ses inclusions grossières visibles à l'œil nu, du calcaire, grains de quartz, des grands fragments de chamotte, en plus de la présence de microfossiles. Voilà la première microphotographie de loupe qui présente la grains de chamotte, quelques eaux carbonatées. Voici le quartz qui n'est pas craquelé. Il est net ici dans la lumière réfléchie, sous la lumière réfléchie. Voilà, c'est également la mince de lumière transmise. Voilà. L'approche minéralogique, c'est une analyse complémentaire à l'observation microscopique. Elle nous permet de préciser la composition minéralogique de la céramique à partir des minéraux primaires, secondaires et néoformés, dont certains sont des indicateurs de température ou de cuisson. Elle permet le contrôle de la destruction ou l'apparition d'une phase cristalline qui rend possible la détermination des zones de température. Donc, généralement, les résultats sont
obtenus sous forme de diffractogrammes qui présentent des pics. Chaque pic correspond à un minéral. Donc, j'ai fait pour clarifier les résultats et simplifier. Donc, j'ai résumé les résultats dans ce tableau qui présente ici les différents échantillons étudiés et par ici, on a les différents minéraux qui ont été détectés dans les diffractogrammes. Comme exemple, donc, on a ici le quartz qui est pratiquement présent dans tous les échantillons, le gélonite, la calcite, dolomite, anorthite, l'hématite, microcline et diopsite. L'analyse minéralogique et l'examen des diffractogrammes des individus montrent que la température de cuisson a dépassé 700 degrés Celsius, notamment avec la présence de gélonite qui est un minéral néoformé. Donc, nous pouvons déduire avec l'abondance de la calcite que les températures de cuisson de la collection étudiée se situent aux alentours de 750-850 degrés Celsius et n'auraient pas été dépassées. La couleur de la pâte de ces échantillons varie de l'orange au beige avec peu de gris. Ceci montre qu'il s'agissait d'une cuisson dans une atmosphère oxydante et réductrice, surtout avec la présence de l'hématite. L'analyse géochimique, donc, c'est une approche qui cherche dans la composition chimique et avec un essai de corrélation de la pâte céramique avec d'autres carrières d'argile. C'est une approche qui permet de franchir une autre phase, la connaissance de la composition chimique des céramiques et la détermination de l'origine des matières premières de la céramique. Donc, bien que les échantillons du premier groupe hétérographique présentent une différence de composition chimique, ils présentent des similitudes en oxyde de magnésium, l'oxyde de fer, l'oxyde d'alumine et l'oxyde de potassium, sans marquer des ressemblances en éléments traces. Le deuxième groupe donc présente des teneurs proches pour ces éléments majeurs concernant l'oxyde de magnésium, le silice, l'oxyde d'alumine, l'oxyde de fer, l'oxyde de calcium, l'oxyde de potassium et seulement le cuivre en éléments traces. Cette variation donc dans la composition chimique des individus peut-elle traduire une variation des ateliers de fabrication, notamment avec les différents types de dégraissants recueillis, la texture de matrice, la granulométrie de la pâte. Donc, le résultat de l'analyse géochimique est présenté sous forme d'un dendrogramme qui présente les différents éléments chimiques détectés dans les échantillons, qui est ici dans l'axe des ordonnées. Et par ici, on trouve l'axe dans l'abscisse des échantillons. Voilà. Donc, pour l'approche de la corrélation, on a choisi des carrières. Voilà, cette carte topographique montre les carrières les plus proches et les plus utilisées pour l'alimentation des ateliers de céramique jusqu'à nos jours. Ils sont situés dans le gouvernorat de Monastir à la délégation Zerdine. Il s'agit de gisements de Gambouma, ici, le gisement de Belka et Chab Sidizir, gisement de Chab Sidizir. Voilà. Donc, voici ces trois photos relatives aux trois gisements. La première photo, donc, correspond à l'argile de gisement de Gambouma, caractérisée par une couleur grise foncée. La deuxième photo, c'est relative à l'argile du gisement de Belka, une couleur grise, beige feuilletée, avec un aspect feuilleté. Et la troisième photo, donc, c'est pour l'argile de gisement Chab Sidizir, colorée, gris, beige, rouge, marron et disposée également en couches. Voilà, donc ce tableau présente les éléments majeurs en pourcentage qui ont été détectés dans aussi bien les échantillons que les carrières. On a les éléments majeurs, donc les échantillons, moyenne des échantillons.
ici le Gambouma et ici Chab Désir, les valeurs, les teneurs de Chab Désir et enfin d'Alberto. Donc ces éléments majeurs de deux carrières, le Gambouma et Chab Désir, montrent les teneurs proches ces deux échantillons, surtout concernant l'oxyde de magnésium, l'oxyde de fer et l'oxyde de sodium. Voilà, en vert. Avec une légère similitude par rapport à la silice ici et l'oxyde d'alumine et également l'oxyde de potassium. Voilà. La composition chimique des céramiques communes étudiées est celle de deux carrières, le Gamboum et Chab Désir, est très similaire en termes d'éléments majeurs. Comme interprétation, donc, ces données géochimiques nous amènent à estimer que les potiers de Hadrimète à l'époque unique ont utilisé des argiles assez similaires aux gisements del Gambouma et Chab Désir. La confirmation du lieu d'extraction originel pour les céramiques de Sousse sera possible suite à la réalisation d'analyses de corrélation sur des gisements plus proches de la ville. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Okay. Merci, Madame Olfa Damma. Vous avez présenté l'approche pétrographique dans l'étude de la céramique à travers une collection de 14 objets uniques. Donc, la préparation de l'échantillon, les résultats de l'observation microscopique et macroscopique et triage. Pour voir, évidemment, les caractéristiques de la céramique. Et vous avez aussi présenté l'approche minéralogique sur analyse complémentaire et l'analyse géochimique pour essayer de corréler la pâte avec les carrières ou gisements correspondants. Maintenant, on passe à M. Mohamed Bedi Abidouh, directeur du laboratoire de conservation et restauration des collections culturelles, pour nous parler des analyses des objets saisis afin de dévoiler leur authenticité. Mohamed, le micro, mon fadl. Micro. C'est bon, Mohamed, vas-y. D'abord, mes salutations pour tout le monde. Je commence en bref notre présentation pour laisser un peu de temps pour la discussion. Analyse et synthèse des objets saisis afin de dévoiler leur authenticité. On va prendre un exemple, une urne funéraire en céramique. D'abord, le laboratoire de conservation et restauration des biens culturels utilise des moyens intervenant sur le patrimoine ou sur son environnement pour prolonger son existence matérielle le plus longtemps possible. En effet, le premier but de la conservation est d'assurer la pérennité des collections. Les techniques mises en œuvre dans ce but ne doivent en aucun cas causer des dommages sur la nature de ces collections, ni sur les matériaux, d'où la conservation respecte l'intégrité des objets, nous amène à la constitution d'un patrimoine utile, facile à le saisir par n'importe quelle catégorie de public, c'est-à-dire utilisable, présentable et archivable avec une certaine accessibilité. Le laboratoire de conservation est composé de 4 secteurs. Secteur de conservation préventive, secteur de conservation curative, secteur de restauration, et nous avons maintenant un accès pour un secteur d'analyse et synthèse et identification de l'authenticité des biens culturels. Ce secteur-là est doté de faire des analyses chimiques et physiques de la matière, des points vulnérables, des phénomènes de détérioration de l'objet sujet d'étude, analyse physique de la lumière, des empreintes, des résidus et des marquages, analyse microscopique et biologique, minéralogique et même paléontologique. Synthèse générale dans 2 sens, identification exacte de l'objet étudié, deuxièmement, détermination de l'authenticité ou non de l'œuvre.
Un exemple, ici on va prendre l'exemple d'une urne funéraire. On dit que c'est une urne funéraire, mais on va dévoiler ses secrets. Fiche d'analyse et synthèse, base en céramique rouge et petit mortier en céramique jaunâtre, la provenance et région de Sidi Bouzid, date et lieu de découverte 18 novembre 2015 au gouvernorat de Sidi Bouzid, date d'entrée au laboratoire 20 janvier 2016. Visuellement parlant, c'est un céramique cuisson d'argile et une base ovoïde et mortier sous forme de cachette. Le poids, c'est 1 kg 150 grammes, 150,14 grammes. Et pour le mortier, c'est 98,31 grammes. Donc, exploration générale photographique, vase en céramique rouge de forme ovoïde avec ornementation esthétique, géométrique, cratère bien arrondi, hémisphère lisse, technique de fabrication basée sur le moulage. Mortier en céramique jaune rougeâtre de forme de clochette, conique subarrondi, avec des stries d'ornementation parallèle tout autour de la panse, technique de fabrication basée sur la céramique tournée. Type d'analyse, d'abord on va commencer par l'analyse macroscopique, les observations et les synthèses avec illustration photographique. En observation, selon la forme ovoïde du récipient en céramique rouge, à coup d'œil, il semble une urne funéraire ou synergie, ou cinéraire antique, englobant les cendres d'incinération du cadavre, mais à la suite d'analyse de contenant qui a abouti à un résultat clair que ces sédiments ne présentent qu'une tourbe d'agriculture non antique. Ce résultat nous oriente vers une autre hypothèse, telle que ce récipient n'est qu'un vase récent, qu'il faut l'approuver avec des analyses. En effet, nous avons constaté en cours d'extraction soigneusement du sédiment qu'il n'y a pas de concrétion d'accrochage à la paroi interne du vase, c'est-à-dire que cette tourbe est introduite actuellement. L'homogénéité de la matière constitutive du vase, son macroporosité et son épaisseur régulière reflètent un mode de fabrication très raffiné. L'ornementation esthétique qui présente des hémisphères lisses, des cratères bien arrondis, une carène verticale tout au long du vase, sans indication de signe, définit un décor moderne de notre époque actuelle. Avec la synthèse, l'extraction des sédiments du vase est faite de façon aisée, sans trouver des zones d'accrochage, des concrétions sédimentaires indiquant que l'acte d'introduction est récent. L'ornementation géométrique représentant des hémisphères lisses et des cratères bien arrondis indiquant un mode de fabrication récent. L'évolution des oxydes du fer présents enfin conditionne la couleur des céramiques. Si la cuisson ou le refroidissement se font en atmosphère oxydante, le fer sous forme d'hématite Fe2O3 confère à la pâte d'une coloration rouge. Épaisseur de récipient homogène, bien calibré par l'appareil de coulage reflétant une fabrication d'usine moderne. Trace de pinceau, strie verticale par rapport au récipient, utilisé pour la finition d'homogénéisation avant la cuisson. Pas de strie horizontale à l'intérieur de l'objet et nous indique son mode de fabrication basé sur le tournage, d'où le mode de coulage qui persiste en effet, une pâte liquide écoulée dans un moule absorbant, succession d'une moule et séchage provoque le détachement de l'objet. On peut obtenir ainsi des parois minces et des formes complexes. Cette technique caractérise surtout les productions modernes. Strie horizontale à l'intérieur de mortier en céramique reflète un mode de fabrication basé sur le tournage. La force centrifuge guidée et retenue par les doigts permet de monter des formes parfaitement symétriques autour de l'axe de rotation. L'épaisseur des parois à un même niveau est constante. La coloration du mortier est hétérogène à cause de la richesse de la pâte en calcaire. La façon de fabrication de ce mortier n'a aucune relation de base avec le mode de fabrication de la base.
d'où ne définit pas son couvercle, ce mortier présentant un autre type de récipient moderne d'ornementation. Avec l'analyse microscopique, par ces analyses appliquées sur les céramiques, on cherche les types de porosité et la morphologie des matériaux constitutifs, tout en élaborant des approches à la température de fusion ainsi que la température de cuisson. L'agrandissement ici 55 fois d'une partie superficielle du vase montre une grande homogénéité sans macroporosité. L'agrandissement à 225 de la même partie appartenant au vase montre une répartition homogène des matériaux constitutifs des céramiques sans microporosité. En effet, la résistance mécanique est élevée, la cuisson et à haute température entre 1200 et 1400 degrés Celsius rendent la poterie imperméable à l'eau, enferme les pores de la terre par vitrification. Classification de la pâte céramique de Saturne, pâte dure. Les pâtes dures telles la céramique de grès sont imperméables et beaucoup plus résistants. La température de cuisson est au-delà de 1300. Les principaux constituants de la pâte céramique, l'argile appartient à la famille des phyllosilicates, c'est un silicate d'alumine hydraté à structure fluidée. Donc, le silicate d'alumine plus l'eau hydratée et autres minéraux tels que le fer, le magnésium, etc., ajoutent en rapport avec la nature de l'argile. Il y a des dégradations sable calcaire, chamotte qui donne de la cohésion pendant le façonnage de l'objet, pendant des calcaires et autres sels minéraux qui facilitent la fusion de la silice en dessous de son point de fusion ordinaire. L'agrandissement de 55 fois de mortier montre une hétérogénéité de la matière de couleur bariolée avec présence des macroporosités sans communication. L'agrandissement à 225 de la même partie nous montre une répartition homogène des matériaux constitutifs de céramique avec microporosité. En effet, la résistance mécanique est aussi élevée. La cuisson est à haute température entre 800 et 100 degrés Celsius rendent la poterie imperméable à l'eau en fermant les canalisations de communication des pores par vitrification. La classification de la pâte céramique de ce mortier, pâte tendre, elle est poreuse, généralement cuite à une température de l'ordre de 1000 degrés Celsius. C'est le cas de nombreuses céramiques antiques et médiévales, mais dans notre cas, c'est une autre chose. Par analyse physique, test d'approche à la température de cuisson ou fusion de la matière en céramique dans notre laboratoire. L'application est faite sur le fragment de tesson appartenant à la vase qui a résisté à une température dépassant de 1200 degrés Celsius et plus, sans modification de la matière ni fusion de quelques minéraux de base et sans modification de résistance mécanique. Réaction irréversible gardant les mêmes propriétés physiques de départ, cette approche thermique nous reflète sur le type de four utilisé qui est probablement four électrique. L'analyse souhaitée normalement, la datation par thermofluorescence X, mais le laboratoire n'a pas l'appareil de thermofluorescence X, et limitée à l'étude de céramique, elle s'est ensuite étendue à d'autres objets comme des pierres brûlées. Là, elle trouve ses nombreuses applications dans la datation des céramiques et la détection des copies ou des faux. Le système d'analyse par thermoluminescence est sans cesse modernisé, système automatisé, robots de préparation par exemple. Maintenant, il existe des pistolets de thermofluorescence X portatifs. De nouvelles procédures utilisées en routine permettent maintenant de proposer des datations absolues avec une précision qui dépend du type de terre de l'objet, ainsi que de la connaissance de son contexte de conservation. Notre laboratoire n'a pas ce type d'appareillage lourd pour exécuter ce type d'application, mais il existe chez le Centre national de sciences et technologies nucléaires CIS à Sidi Tebet, Tunis. L'effet de la cuisson sur la pâte. Tout au long de son exposition à la température, la pâte argileuse subit de multiples transformations. Sa texture change, pâte compacte, elle deviendra un solide plus ou moins poreux. Sa composition sous l'effet du feu, beaucoup des composés originaux de réarrangement
se réarrange, excusez-moi, de façon particulière, fortement tributaire de la température. Sa couleur, une argile riche en oxyde de fer, prendra-t-elle une teinte rouge si elle est cuite dans un four atmosphère oxydée? Elle deviendra grise ou noire dans un four à atmosphère réductrice. L'avis de confirmation, nous avons fait comme un sort de sondage pour l'avis de confirmation avec M. Ben Moussa. Simon Ben Moussa, nous avons dit que la base en céramique est très récente. Son mode de fabrication reflète une homogénéité de la matière, son porosité remarquable et son degré de cuisson dépasse la température du four normand et atteint la température des fours électriques 1600 jusqu'à 1800 degrés Celsius. Les ornementations sphériques et caractères bien arrondis reflètent une esthétique de notre époque présente. Ce type de vase existe tout au long du Sahel tunisien. Avec M. Najib Lazari, vase en céramique n'a aucune relation avec la civilisation romaine, ne représente plus des porosités remarquables superficiellement, ce vase est récent. Avec M. Habib Ben Younes, morphologiquement et typiquement, ce récipient ne présente aucun signe de la civilisation finie. L'épaisseur du fragment cassé est homogène et présente une qualité de fabrication très raffinée. Monsieur Tawfiq Lassoud, en se basant sur sa morphologie, ce type de récipient ne présente qu'une vase d'ornementation récente. Avec Madame El-Fadama, en se basant sur l'ornementation esthétique, affleurant sur la surface du récipient, l'homogénéité de la matière et l'affinité de l'épaisseur nous orientent vers des modèles de notre époque actuelle. Avec M. Abdelkrim Kamoun, pas des urnes archéologiques épousant cette forme raffinée, seulement les bases d'ornementation actuelle. Avec moi-même, en se basant sur les applications d'analyse et synthèse, ce type de récipient indique un mode parmi les modèles récents. Nous avons ici la conclusion récapitulative qui est argumentée par les analyses de la tour. En se basant sur les informations et les avis des spécialistes atermoyés par les applications et synthèses, nous avons conclu qu'il y a deux types de récipients et non pas une urne avec son couvercle, une vase notamment en céramique rouge et un mortier jaune rougeâtre qui reflète notre époque actuelle, deux objets récents, pas antiques. Pour faire un appui pour ces analyses et synthèses, nous avons analysé même la tourbe, fiche d'analyse et synthèse tourbe résiduelle existante dans l'urne en céramique. Donc, la tourbe résiduelle existante dans une vase en céramique, matière de composition visuellement, c'est un sable à granulométrie fine, argile, débris de calcaire, débris de bois, résidus de charbon et minuscules fragments d'ossements. Donc, la tourbe, on a pris quelques grammages en bois tourbe de couleur verdâtre et grisâtre. L'agrandissement 50 fois de la tourbe par microscope numérique présentant des grains de silice, des débris de calcaire blanche, cristallisation de calcite et des phyllosilicates d'argile et marne. Analyse et synthèse, type d'analyse, on va commencer par l'analyse microscopique, l'observation de son foie, selon cet agrandissement de sédiments verdâtres et grisâtres trouvé dans une vase en céramique rouge, nous avons relevé la présence des marnes, argile plus calcaire, des silices à granulométrie fine, des traces de cendres végétales, des traces de matière organique, débris minuscules des ossements, des débris minuscules du bois, des racines végétales, des petits fragments de charbon du bois et des clous très oxydés. Ce type de sédiment est classé visuellement parmi les tourbes noires qui proviennent de la transformation des plantes monocotylédones, herbacées en touffes, souvent vivaces. Cette tourbe est riche en particules minérales et organiques fines. Il y a moins de carbone et plus de cendres. La texture est le plus souvent sparique, tourbe altérée, c'est-à-dire que la tourbe est plastique et moins fibreuse. Donc, les fragments minuscules d'ossements existants dans les sédiments appartiennent à un rongeur. Ces fragments résiduels issus d'un rapport
à la ruissellement alimentant la tourbe. L'agrandissement IC53, c'est un fragment d'os plat, probablement c'est l'omoplate d'un rongeur. Ici, l'agrandissement 35 fois, c'est le fragment d'os plat, le crâne d'un rongeur, excusez-moi, et le fragment de fémur d'un rongeur ici. Les fragments de charbon sont aussi apportés par les ruissellements pluviaux. Beaucoup de débris de bois minuscules, racines de végétaux, débris de tiges fines enrichissent la tourbe. Ces débris sont décantés de la même façon que les ossements et les fragments du charbon. Présence de conglomérats d'oxyde de fer de couleur rouge hématite qui reflètent un milieu très humide. L'analyse chimique, nous établissons l'hypothèse des cendres qui remplissent l'urne fulguraire, d'où par explication des résidus de la céramique, les résidus de la crémation sont la partie calcaire des os. Dans la pratique, la crémation se déroule à une température de 850 degrés Celsius, soumis à un fort apport d'air frais permettant la combustion. Le bois du cercueil, les vêtements, les chairs, tout est transformé en gaz ou en poussière évacuée avec le fumée. Pour les adultes, ce que l'on retrouve est constitué de restes non calcinés des os qui se présentent sous forme de fragments plus ou moins importants, mais reconnaissables. On peut ainsi bien distinguer les différents os. Ce sont des derniers qui étaient disposés dans des urnes cinéraires dans la tradition grecque ou latine et même à l'époque moderne du XXe siècle. En effet, la calcination des os aboutit non pas à du calcaire, carbonate de calcium, mais à un mélange de phosphate de calcium, qu'il faut approuver son existence ou non par les analyses chimiques. En mélangeant les sédiments avec de l'eau distillée, si le phosphate de calcium existe, la réaction de dissolution, soit, comme vous avez ici, la réaction CA3 avec PO4 2 fois plus de H2O, nous donne de l'acide phosphorique plus libération d'un radical OH. C'est-à-dire qu'il faut aboutir à la formation d'acide phosphorique qui rend la solution acide. Mais dans notre réaction, nous avons défini une solution alcaline dont le pH égale 8,05. Pour confirmer nos résultats, nous avons procédé à la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et des sédiments qui a dégagé beaucoup de chaleur et forte effervescence, d'où la présence de complexes calciques titrés par la soude d'un OH qui nous donne des résidus blanchâtres, c'est de la chaux CaO. Dévoilement des conglomérats d'oxyde de fer qui sont issus d'une forte corrosion, l'application d'acide chlorhydrique pour éliminer les charges de la corrosion des objets en fer, obtention d'un clou en fer. La catégorie de clous trouvés reflète notre époque vivace. C'est notre époque moderne. Notre technicien, M. Abdel Kamoun, expert en restauration de bijoux et d'autres métaux, a appliqué le test d'existence des métaux par la fusion à haute température qui dépasse 800 degrés Celsius. La réaction a abouti à la formation du verre rougeâtre issu de la fréquence des grains de silice et les oxydes de fer, ce qui confirme bien que la tourbe est riche en phyllosilicates des argiles et n'est pas riche en métaux nobles comme l'or. Ici, nous avons ajouté de l'alcool au sédiment, purification et rassemblement de métaux par simple feu, l'ajout de borax pour jumelage des résidus métalliques, fusion de mélange à haute température qui atteint 800 degrés Celsius, l'imprégnation de la boule jumelée dans l'alcool, obtention de verre rouge et présence d'oxyde du fer, fragmentation du verre. Conclusion récapitulative, les sédiments analysés reflètent un type de tourbe calcique qui se forme dans les bas-fonds constamment saturés d'eau sur un substrat calcaire. L'alimentation en eau provenant d'une nappe d'eau alimentée en permanence ou par ruissellement de précipitation. Le pH est légèrement alcalin, d'où l'appauvrissement de cette tourbe de cendres d'incinération.
Pas de phosphate de calcium. Cette tourbe est utilisée dans le domaine de l'agriculture. À la fin de cette présentation, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, M. Bedi Abidour, pour cette exhaustive présentation. Vous nous avez montré comment savoir en utilisant comme l'analyse chimique, etc. Merci beaucoup, Madame Samah, mais je vous attire l'attention que ces analyses et synthèses sont des analyses et synthèses de nos propres moyens dans le laboratoire. Si nous avons, par exemple, le matériel nécessaire dans les analyses et synthèses, comme les thermofluorescences X, on va gagner beaucoup de temps dans ces analyses. Si nous avons aussi l'inclusion des autres produits chimiques acides, maintenant avec le ministère de Commerce, il nous oblige d'avoir une attestation de protection pour acquérir ou acheter ces acides-là. Il nous facilite encore la tâche. Donc, il y a pas mal de réactions chimiques qu'il faut les utiliser. Entre parenthèses, je dis, moi, ce sont des concepts d'omnicis. Normalement, il faut évoluer ces concepts-là et il faut préparer vraiment une plateforme bien équipée des équipements microscopiques doués, des engins d'analyse synthèse. Maintenant, il devient portatif. C'est simple de l'acheter. Et je vous remercie tous pour votre attention. Maintenant, j'appelle si Habib Ben Younes, s'il est disponible, bien sûr, et si Slim Khosrof, donc si Habib Ben Younes, ancien directeur de la DDM, Direction de Développement Muséographique, et si Slim Khosrof, ancien directeur du laboratoire central, de nous rejoindre pour présenter leurs remarques. Si Habib nous a envoyé un message, il dit excellent sujet, si Bedi, surtout utile pour le problème de trafic d'affaires judiciaires, bien sûr, en plus de l'apport archéologique. Habib, juste qu'on active le micro, si Habib aussi dit qu'il faut, comme pour Madame Olfa Dammaq, donc il faut conforter la formation de Madame Olfa et lui permettre également et surtout d'initier d'autres personnes. Ce type de recherche est primordial et ouvre de nouvelles perspectives du savoir. Bonjour, c'est Habib. ويلك ميكرو سي الحبيب الكاسك اللي تحت البريزونطاسيون نكليكيو عليه مره ونعاودوا نكتيفيوه. تسليم زاد ان شاء الله يلتحق بنا، هو معانا، هو تبع فينا من الصباح. سي سليم عنده توليد، هو جيست يكتيفي الميكرو نتاعو ونجمو نسمعو. Oui. Bonjour, c'est Habib. Bonjour. Donc, vraiment, c'est une matinée très riche. Et je vous remercie, je remercie tout le monde pour ces présentations. Comme je l'ai dit, parce que j'ai commencé à faire des remarques par écrit tout à fait au début, j'ai commencé à suivre dès le début, hein, au niveau de la méthode et de la présentation. Et c'est très important, et surtout, non seulement au niveau de l'analyse, mais ce qui m'a plu surtout, c'est ce travail en équipe, avec ces duos ensemble, avec la présentation.
la répartition des tâches, la répartition de la présentation, et surtout même cette démonstration avec la vidéo pour les différentes étapes de la restauration. Je pense que c'est un exercice de style qui est très important et qui montre quand même à tout le monde que le travail au sein du laboratoire, c'est un travail qui est sérieux. Donc là, je rebondis directement aux conclusions de Vedi. Bon, il a parlé de Omisisi, mais Omisisi qui est quand même assez outillé pour faire ce genre de travail, mais je pense qu'il faut être vraiment ambitieux parce que tout d'abord, nous sommes un institut, une institution de recherche qui a sa place donc dans la recherche avec un grand R, ça c'est très important, et surtout que ce travail est à double composante avec les quatre représentations. Donc, au-delà de la préservation et de la conservation pour les générations futures, restauration, conservation, préservation, et les quatre jeunes dames qui ont présenté sur la restauration de la céramique et du verre ont non seulement présenté le constat, l'analyse, le savoir-faire, la restauration, etc. Et même l'exposition, les conditions d'exposition futures pour la préservation. Donc vous voyez, c'est toute la chaîne qui est présentée. Et c'est le but quand même, c'est de préserver et de restituer, de préserver pour les générations futures, pour les expositions et tout ça. Ça, c'est très important. Les deux autres présentations, celle de Madame Ulfadam Sibadi, donc celle de Ulfa, bon, je l'ai suivie dès le début. Déjà, elle a commencé les analyses avec Sislim Khosr à propos de la poterie modelée dans son master et avec Sireb, je crois, à l'échelle de la faculté de sciences de Sousse, puis de Bizerte, puis elle a poursuivi avec la faculté de sciences de Tunis. Et cela démontre le besoin que nous avons pour ce genre de recherche. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les analyses de la pâte ont été faites, publiées surtout par des étrangers. Donc on se trouve quand même, pour avancer dans nos recherches, on se trouve quand même à la merci, entre guillemets, de la collaboration étrangère. Elle est toujours importante, mais aussi il est intéressant d'avoir son indépendance scientifique dans ce cadre. Et les apports de Olfa, d'autant plus que je travaille sur le Sahel et le Sousse, sont très importants, par exemple, dans la détermination des zones où on peut retrouver l'argile qui a permis la fabrication de toute cette céramique historique. Et ça nous montre quand même le type de four, le type de cuisson, le degré de cuisson. On passe maintenant à un autre stade de connaissance scientifique, c'est-à-dire on dépasse le cadre de la chronologie, de la provenance, etc. Donc, et ces outils-là ne sont pas à la portée des spécialistes en sciences humaines. Donc, il faut que les sciences exactes interviennent, ce qui est le cas. Pour Bedia, ce qui est intéressant, parce que comme il a parlé des saisies, etc., vous savez, avec toutes les saisies qui sont opérées par la police et la garde nationale, il y a énormément d'objets qui rentrent. Et bon, nous, à première vue, il y a beaucoup d'imitations. Donc, mais il y a des pièces qui peuvent poser problème, et je pense que ce genre d'analyse va aider rapidement à résoudre certains problèmes judiciaires, etc., en montrant s'il s'agit de véritables pièces ou de fausses pièces. Donc là aussi, c'est une intervention scientifique qui est intéressante à faire. Comme on l'a dit la dernière fois avec Sislim, il faudrait bien sûr avoir les équipements, mais surtout aussi fructifier toutes nos amitiés avec toutes les institutions scientifiques afin d'arriver à faire des programmes communs de recherche, d'assistance, etc. Voilà, je vous remercie d'abord pour
tous ces efforts et cette suite de conférences, quand même, qui va continuer. Je dis bonjour à Sislim Khosroff, c'est un ami du côté, pas de l'Institut. Donc, ça, c'est très important. On a étudié dans le même côté, pas avant les syndiqués et tout ça. Donc, ça, une amitié de très longue date. Et je profite de l'occasion aussi pour dire à Badi joyeux anniversaire aussi. Ah bon? Voilà, je vous remercie. Voilà. Barakallahu fikum. On va pas mettre Bédia dans le lot des vétérans quand même. Il est encore... Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Parfait. C'est Bédia, il a fait un excellent travail de Sherlock Holmes. C'était très bien ce qu'il avait fait. Il n'a pas du tout à se faire de complexe. J'ai entendu dire que c'est le travail d'homicide, et c'est comme ça avec des petites évidences qu'on commence à évoluer. Il a fait un travail vraiment méticuleux, précis et défendable sur le plan scientifique. La seule chose, c'est sur le plan terminologique. La tourbe, il utilisait la tourbe pour ce qui est des terres de remplissage d'un récipient. La tourbe, en termes scientifiques, c'est une matière géologiquement particulière. La tourbe, c'est ce qu'on trouve dans les tourbières. Or, les tourbières sont des zones humides où le bois est en train de se composer et fabrique une matière organique en processus ce qu'on appelle de diagénèse, c'est-à-dire de production de minéraux pour la Terre. C'est une étape vers le pétrole. Donc, on ne parle pas de tourbe, on parlerait de terre de remplissage. Et à partir de ces terres-là, effectivement, tout ce que vous avez fait est très, très valable. On commence par la granulométrie, la composition chimique, etc. Et c'est parfaitement défendable. Ce qui vous manquait, effectivement, ce qui vous manque au laboratoire, à mon époque, c'était quelque chose de vraiment inabordable, c'est la thermofluorescence, c'est la fluorescence X. Avec la fluorescence X, vous aurez pu, mais vraiment, avoir une détermination, c'est une détermination. Ce n'est pas une analyse chimique. L'analyse chimique, c'est trop vague. Il faut une détermination, c'est-à-dire la reconnaissance des atomes, aussi leur quantité. La fluorescence X, avec des instruments portables, aurait pu vraiment résoudre votre problème. Et je suis bien content que vous ayez abordé ce problème, si bien dire, celui de l'authentification des œuvres. Beaucoup de nos collègues archéologues se font vraiment des illusions, bâtissent des châteaux en Espagne, alors qu'il s'agit de néo-artefacts. C'est clair, hein? Tout le monde se trouve bluffé par certains trucs. Il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas le spécifique de la Tunisie, c'est planétaire. Et cette question-là est très, très importante, hein, parce qu'on est des spécialistes, et surtout, quand on amène quelque chose au laboratoire, vous savez, quand vous intervenez sur un objet et auquel vous sortez une fiche avec une identification, même si ce n'est pas vous qui avez établi sa datation, son appartenance, vous cautionnez une identification. Exactement. On dira que le laboratoire a identifié tel objet comme un objet romain authentique. À vous autres d'amener la preuve de la différence. Ce qui fait que ce que vous avez abordé comme aspect est absolument déterminant pour un laboratoire. Moi, c'était un volet qui me dépassait. J'étais plus dans les phases de sauvetage, disons. Je faisais de la conservation et de la restauration de guerre. La restauration de guerre a pu constituer une base. Mais il faut quand même, vous avez opté pour l'évolution normale. Et j'espère que vous aurez, ça ne coûte plus très cher, hein, vous savez, ces équipements-là de fluorescence X se trouvent maintenant sur les sites archéologiques. Hein. Tout de suite, il y a des amateurs ou des volontaires physiciens chimistes qui se trouvent sur les sites et tout de suite,
ils ont l'analyse des pièces de monnaie dans les campagnes. Il suffit d'un générateur de courant pour avoir là, faire fonctionner le fluoromètre X, d'avoir une analyse. Je passe sur ce point-là pour Fadama. Elle fait un travail extraordinaire, mais il nous faudrait prendre un peu de recul pour pouvoir analyser tous ces diagrammes. J'ai vu des structures parlantes, hein, avec des évidences. Il faudrait qu'elle revoie ça et qu'elle corrobore ça avec ses tableaux analytiques. Hein. Il y a énormément d'évidences. Elle se pose des questions, c'est bien. Elle les a posées sur la question de filiation. Il faudrait qu'elle réfléchisse un peu plus en profondeur et qu'elle lise beaucoup ces travaux de corrélation entre minerais, gisements d'argile et pâte. Pour nos jeunes collaborateurs restaurateurs, il y a quand même des choses un peu disons, malheureuses qui se sont passées. Jihen, par exemple, a parlé d'une solution basique. Vous savez, quand on parle de solution basique, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un pH 7. Or, un pH 7 sur un matériau, ça peut faire des dégâts autant qu'un acide. Et à partir de quoi c'est basique? C'est basifié. À partir de la soude, à partir de l'ammoniac? Il faudrait quand même préciser. Personnellement, hein, je pense que pour le nettoyage d'une céramique, une solution de savon liquide, hein, comme celui qu'on a au laboratoire, ils sont bons, ceux qu'on achetait à l'époque. Une solution de 2-3% de savon liquide est largement suffisante et effectivement, elle est basique. Maintenant, pour les verres, j'ai été un peu étonné de la technique de restauration. Vous savez, on préserve actuellement, autant que possible, l'irisation et les couches. Et les couches d'irisation, les couches du verre. On essaie de les préserver, même parfois, ce que vous avez signalé d'ailleurs, l'usage du paralloïde pour pouvoir les fixer. Parce que si vous les fixez, même avec du paralloïde, mais si vos conditions environnementales ne vous permettent pas d'assurer une stabilité, ne pas chercher outre mesure la transparence du verre, mais garder ces objets avec, disons, un peu de leur patine qui est leur patine de gisement. Moi, il me semble que c'est l'attitude générale la plus recommandée. C'est de ne pas perdre une partie de la patine, sauf s'il y a réellement des évidences. Hein. S'il y a trop d'excès de soude, par exemple, dans cette patine, justement, elle est formée par un excès, justement, de complexe calcique et de complexe carbonaté, il se peut qu'elle pose un problème. Mais autrement, si on n'a pas ces évidences-là, autant alléger un tant soit peu, pour qu'on n'ait pas trop de feuilles qui partent, mais laisser ça dans leur état. Voilà, mais le travail qui est fait, je vois qu'il y a une promotion de jeunes qui agissent, qui ont envie de mettre la main à la pâte. Et ça, c'est très positif et c'est très enthousiasmant. J'espère que vous aurez les moyens pour pouvoir le faire. C'est Bidour, justement, le problème d'approvisionnement en matière, en produits chimiques. Hein. C'est un gros problème, un gros problème. Mais normalement, administrativement, ça devrait être résolu. Hein. Enfin, tu as quelque chose à me dire? Je t'entends pas, mets ton micro. Fais le micro, s'il te plaît. Je ne t'ai pas entendu, Wolf. Ah, d'accord. Merci d'abord pour vos encouragements. Bonjour, Sislim et Selahbib. Donc, j'ai essayé de faire une présentation claire. J'ai pas
mis les factogrammes et tout ça pour montrer, mais quand même, j'ai essayé de faire surtout je me concentrais sur les résultats. Et avec les petits moyens qu'on a fait ensemble avec Sila Habib, c'est un extrait de ma thèse que j'ai présentée. Et en souhaitant que les moyens seront plus disponibles prochainement, avec les conventions avec d'autres institutions, avec l'ONM et CDFEB. Et donc voilà, pour CDI également. Je rappelle que pour certaines analyses d'Ulfa, à l'époque, j'avais l'unité de recherche sur la céramique du Sahel. Et on a pu faire des analyses chez les privés, on a fait des devis, etc., chez les privés, parce que ce n'était pas disponible ailleurs. Hein. Et Slim, tu te souviens, hein, tu avais donc quand même une autonomie financière assez importante pour le laboratoire, entre guillemets. Hein. C'était juste pour pouvoir bien travailler, mais à l'échelle de la direction du musée, on avait également des fonds, un fonds de soutien au laboratoire qui nous permettait quand même au courant de l'année de pouvoir acheter. Donc je crois que c'est, comme tu l'as dit, le problème de moyens, comme l'a dit Vedir, la programmation pour l'acquisition, ça doit être une programmation à l'avance afin de pouvoir disposer des fonds nécessaires, le budget nécessaire pour pouvoir travailler. Hein. Non, mais, oui, c'est vrai, hein, il y a les questions de moyens, mais il y a aussi la question, il faut que Oliver voit un peu les travaux qui ont été faits dans les années 70 sur ces questions de filiation. Maintenant qu'il y a Internet, il y a sur Internet tous les travaux qui ont été faits d'affiliation argile, pas de céramique. Énormément de choses ont été faites. Moi, dans mes cours, dans mes développements, je n'ai pas formé votre regard pour pouvoir analyser une micrographie à la pâte. J'ai ébauché la question, mais je pense qu'il y a énormément de travaux faits. C'est par les gens qui m'ont formé justement à la pétrographie des céramiques et aussi à la micrographie des métaux. Il y a énormément de travaux qui sont faits à partir de l'analyse des micrographies pour pouvoir rattacher les minéraux présents dans le bien culturel avec du moins mettre des hypothèses sur un minerai. C'est possible. Il y a des travaux. Oui, j'ai consulté quelques travaux, oui. Tu as totalement raison. Alors, à partir de là, ils sont vraiment bien détaillés. Des travaux qui ont été faits, par exemple, à l'époque, hein, c'était sur les mines de cuivre en Iran et les objets de l'âge du bronze en Iran. On est arrivé à partir des éléments de trace et à partir présents dans les bronzes, à partir des éléments de trace et à partir de la structure des métaux, enfin des micrographies des œuvres métalliques, à faire un faisceau de probabilité sur les mines. D'où proviennent les minerais originels. C'est je ne sais plus, Thierry Berthoud. Je crois Thierry Berthoud est le nom du chercheur qui a fait ces travaux-là. Avec des calculs statistiques d'opportunité. Hein. Ce n'est pas du travail comme ça jeté en l'air. Il y avait, à partir des dosages, etc., des fréquences sur une centaine d'objets, oui, c'est ça, une centaine d'objets, et des centaines de prélèvements qui ont été faits. Ils ont fait des études statistiques de probabilité de correspondance. C'est ces travaux très importants qui ont été faits. En être au courant, je ne sais plus, je n'ai plus en tête maintenant, parce que toute la bibliographie doit se trouver au laboratoire. Hein. C'était avec quel moyen, monsieur avec quel équipement, quels moyens? C'était tous les moyens, et c'était la fluorescence X. D'accord. Retiens ça. Fluorescence X ou spectrométrie à étincelles dans les UV.
c'était la spectrométrie étincelle pendant les années 70, était la technique la plus évoluée qui se trouvait au musée, au laboratoire des musées de France. C'était le premier laboratoire. Et lui, Thierry Berthoud, que j'ai connu, a travaillé avec eux. La spectrométrie à étincelles, les UV, est une technique très précise. À partir de l'objet, un arc électrique, et on analyse le contenu, en ray ultraviolette ou ultraviolette surtout, ou X des atomes présents dans l'alliage. Une technique très poussée. Le seul laboratoire à l'époque, c'était le laboratoire du musée du Louvre. Je l'ai reconnu en cette période-là, j'ai vu ses travaux, comment ils ont évolué. Et certainement, ça doit être accessible maintenant en public, ces œuvres-là. Avant, c'était dans des revues qui coûtaient très très cher hein, pour avoir cette information-là. Mais vous avez un créneau pour des céramiques, et ça a été fait. Hein. Thierry Berthoud a travaillé sur les alliages de bronze, c'était ma partie, mais pour les céramiques, ça a été aussi utilisé. Maintenant, je pense que la microscopie électronique et la dispersion d'énergie X, l'appareil qu'il y a au CNSTN, est parfaitement faisable. Et les analyses sont aussi fiables avec d'autres moyens. Maintenant, peut-être que ce serait un rêve pour Sébidour de lancer l'idée d'avoir un microscope électronique au laboratoire. Ce n'est absolument pas plus très cher maintenant, les microscopes électroniques analytiques. 400 000 dinars le même. 400 000 dinars, je crois. Il y a 2 ans. Il y a combien? Il y a 2 ans, 400 000 dinars. 400 000 dinars. Vous voyez, à mon époque, c'était 1,7 milliard. Celui qui est au CNSTN, c'est dans ce ordre-là. Mais ça a baissé. Lui, c'est le CNSTN, bon, il est bien particulier parce qu'il travaille sur les échantillons biologiques. Mais c'était plus d'1 milliard. Maintenant, il a baissé. Je sais que ces équipements sont en train de baisser. Et en plus, ils sont tellement simplifiés maintenant que n'importe qui peut les utiliser. Hein. Avant, il fallait avoir un doctorat en chimie physique pour pouvoir utiliser un microscope électronique. Et maintenant, c'est comme tout est informatisé, le pilotage de l'appareil est totalement automatisé. Et il faut maintenant que les décideurs soient convaincus de l'utilité de cette chose-là. On ne peut plus maintenir des musées, penser à une recherche d'archéologie sans ces évidences. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui n'a pas la certitude que l'objet est un objet authentique et avec une composition spécifique de la période sur laquelle il travaille. Et ce n'est plus possible maintenant, de nos jours. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Publication, etc., sans avoir les évidences matérielles. Avant, on se contentait des évidences esthétiques. Bon, Cécile, obligé de vous interrompre, le temps passe et le temps est fini déjà. Donc, merci pour vos remarques pertinentes qui ne peuvent être bénéfiques pour les jeunes chercheurs et les jeunes professionnels du laboratoire. Honorés par votre présence, Sila Habib Benyoun, Sislim Khosref, on vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, avec d'autres sujets aussi pertinents et débats en ce mois de novembre, mois de la conservation curative. À la semaine prochaine. Merci. Allez, bon courage.